On parlera bien sûr de C8, mais l'actualité évidemment ce matin, c'est la mort des enfants Bibas et de leur mère qui a été confirmée. Le Forum des familles d'otages a indiqué ce mercredi soir avoir été informé de la mort des 2 enfants Bibas et de leur mère, ainsi que celle d'un 4e otage à Gaza. Je vous propose de voir tout de suite le sujet. Shiri Bibas, visage apeuré, plaque ses 2 enfants contre elle sous un linge blanc. Il est environ 10 h du matin le 7 octobre 2023 dans le kibboutz de Nir Oz, quand elle est enlevée par le Hamas, avec Fir et Ariel, âgés de 8 mois et 4 ans. Le début du calvaire pour cette famille israélo-argentine. Le père, Yarden, sera pris en otage à un autre moment et séparé du reste de la famille durant sa captivité. 1 mois plus tard, en novembre 2023, le Hamas annonce la mort des 2 enfants et de leur mère dans une frappe israélienne sur Gaza, une information que l'État hébreu n'a jamais confirmée. La famille garde alors espoir. There is an orange light. Il y a une lumière orange très intense et éclatante qui brille quelque part au fond de mon cœur et dans mon esprit. J'en suis sûr à 100%, ils sont vivants et ils reviendront. Au fil des mois, les 2 enfants deviennent en Israël et dans le reste du monde les symboles de la barbarie du 7 octobre. Le père Yarden est libéré le 1er février dernier après quasiment 16 mois de captivité. Mais toujours aucune nouvelle de sa femme et leurs 2 enfants. J'ai beaucoup de peine pour le père Bibas. Maintenant, on reste dans l'attente de savoir ce qui va se passer, notamment pour la famille Bibas, en espérant que tout le monde revienne en bonne santé, vivant. Le Forum des familles d'otages a déclaré hier avoir été informé de la mort des 2 enfants Bibas et de leur mère, Shiri. Évidemment, je voulais vous montrer le tweet de Rima Hassan. Rima Hassan qui a écrit « Kfir, Ariel et Shiri Bibas ont été tués par une frappe israélienne », ce qui avait d'ailleurs été communiqué et confirmé dès novembre 2023. Merci de le préciser, qui ajoute donc l'horreur au drame que vivent ces familles. Régine Delfour, journée de deuil évidemment en Israël. Vous étiez récemment encore en Israël et vous avez pu ce matin contacter, j'imagine, ceux que vous aviez interrogés très souvent pour l'antenne. Oui, c'était prévu dans cette première phase de l'accord. Au 33e jour, il y aurait 4 corps qui seraient remis. C'est un moment extrêmement compliqué, difficile, une journée de deuil en Israël. C'est la première fois que le Hamas remet des corps. Alors, vous l'avez dit hier, le Hamas a signifié qu'il y aurait 4 corps, dont les enfants Bibas et Shiri. Le Forum, le Premier ministre donc a confirmé cette liste, mais la famille Bibas continue à ne pas vouloir accepter que Shiri et les enfants Bibas soient déclarés morts. Ils attendent l'identification formelle à l'Institut médico-légal. Ils demandent à tout le monde de ne pas faire d'éloges funèbres. Ils attendent vraiment une confirmation, puisqu'on a eu pendant 16 mois énormément de rumeurs. On disait qu'ils étaient à l'étranger, qu'ils n'avaient pas été tués. Là, il y a cette polémique qui dit qu'ils auraient peut-être été tués lors d'un bombardement en novembre 2023. Le Hamas avait fait cette vidéo montrant Yarden Bibas en train de lui montrer des images en disant « Regarde ce qu'a fait le gouvernement israélien ». Pour l'instant, on n'en sait rien. Régine Delfour, qui est donc avec nous sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews, je vous propose d'écouter Benjamin Netanyahou. Ce sera un jour très difficile pour l'État d'Israël. Un jour bouleversant, un jour de deuil. Nous ramenons chez nous 4 de nos chers otages, morts, des héros tombés au champ d'honneur. Nous soutenons les familles et le cœur de toute une nation est brisé. Mon cœur est brisé et le vôtre aussi. Le cœur du monde entier devrait également être brisé, car nous voyons ici à qui nous avons affaire, ce que nous affrontons, le genre de monstre auquel nous sommes confrontés. Nous sommes en deuil, nous pleurons, mais nous sommes également déterminés à faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Ercilia Soudel, la députée de la France Insoumise, avait tweeté avec des photos de la famille Bibas qui avait fait réagir évidemment beaucoup de personnes, comme le tweet de Rima Hassan. Et ce matin, Jérôme Guedj, qui est un député du Parti socialiste, a réagi, lui, sur l'antenne de CNews. Il était avec Sonia Mabrouk sur Europe 1 également. Je méprise ce type d'instrumentalisation à l'envers, comme je méprise le message que j'ai vu hier de Rima Hassan expliquant, comme si elle avait besoin d'une forme de justification, de dire que les enfants
Ariel, Kfir et leur mère Shiri sont morts sous les bombes israéliennes au mois de novembre 2023. Et alors ? Ça aussi, c'est pour faire oublier que, au départ, c'est parce qu'ils ont été arrachés au kibbutz de Nir Oz, où je m'étais rendu quelques semaines après, et que tout ça participe de ce mouvement de relativisation, de contextualisation, et donc d'édulcoration à la fin. C'est très bien que Jérôme Guedj, évidemment, les méprise. Il a voté avec Rima Hassan en juin dernier, et il revotera avec elle à la première occasion, lorsqu'il faudra s'unir pour faire barrage à l'extrême droite, comme il le dira dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, les mêmes causes. Ouais. Non, il n'était pas étiqueté par les impôts. Ce que vous dites est erroné. Il a fait une législative sans avoir le logo Nouveau Front Populaire. Je vous répète. Pour le coup, l'exemple est mal choisi. Mais il y en a d'autres. Mais je suis désolé. Il était partisan de l'Union de la gauche européenne de 2024. Il a voté avec Rima Hassan à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est possible de prendre l'intervention de Jérôme... Est-ce qu'il est possible de prendre l'intervention de Jérôme Guedj ce matin face à Sonia Mabrouk sur le drame vécu par la famille Bibas en disant tout simplement que c'est l'honneur de la gauche d'avoir encore des hommes comme ça et ne rien ajouter? C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Eh bien, vous vous trompez sur sa législative. Ce n'est pas possible, vous je vous veux dire. trompez. Alors, ce n'est et pas comme possible. vous êtes un journaliste très informé, vous le savez, il a été élu hors accord électoral NPF. Alors, ce n'est pas possible, et je vais vous dire pourquoi. C'est que notre travail, c'est de mettre les choses en perspective. Donc, en perspective, la France Insoumise est avec le Parti Socialiste, ou l'a été, et le sera de nouveau. Mais en revanche, là où vous avez raison, c'est que M. Guedj, dans sa circonscription, n'a pas eu besoin. Mais son parti, dans lequel il est, a fait un accord avec la France Insoumise. Et mon travail, c'est de le souligner. Comme mon travail, c'est de dire qu'ils repartiront ensemble et qu'ils referont un accord. Vous m'avez dit la même chose il y a 1 an, et ils referont l'accord parce qu'ils sont faits comme ça et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que vous viendrez ici pour dire oui, je me suis trompé, comme vous me l'aviez dit en juin dernier. Et alors c'est tout. Il n'y a pas de et alors. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils repartiront ensemble, la France Insoumise et le Parti Socialiste, à la première occasion, se remettront ensemble. En tout cas, il s'est passé des choses depuis. Mais peu importe. Au-delà de ces pensées politiques, ça fait tout de même du bien. Oui, Pascal, d'entendre un honnête homme. Et Jérôme Guedj, c'est cela d'abord. Alors ensuite, je partage votre il y a la cuisine politicienne. Je suis moins au fait de tout cela que vous et Olivier, mais d'abord, c'est un honnête homme. On n'en a plus tellement. Je partage votre avis. Mais alors, je suis ravi. Je partage votre avis. Très bien. Mais je ne suis pas un lapin de 3 semaines. Non, si vous me permettez, Philippe Bilger. Oui. Et je les connais. Oui. Donc je souligne ça. Oui. J'ai une forme de défiance. Voilà. Non, mais bien sûr. Enfin, c'est tout, ni plus ni moins. Je salue, c'est la première chose que j'ai dite. Très bien. Ce qu'a dit Jérôme Guedj, très bien, je Il a quand même été élu en 2022 avec le soutien de LFI. Et je pense que LFI n'a pas attendu le 7 octobre pour franchir un certain nombre de lignes rouges sur la République. Et je rappelle quand même que dans le cadre des élections européennes de 2024, il était partisan de l'union de la gauche. Donc c'est un peu ce qu'on appelle un résistant de 44. Oui. Mais les européennes, il y avait la liste Glucksmann et il y avait la liste. Oui, mais Guedj faisait partie de ceux qui voulaient que la gauche se mette ensemble. Vous vous souvenez du climat électoral sur les européennes, ce qui m'avait fait dire d'ailleurs, après ce qui s'est passé sur les européennes, il n'y aura pas d'alliance sur les législatives, et là j'avais tort. Dans les dernières semaines. Il faut regarder les choses telles que se sont passées. Oui, mais non, mais sinon, CMP sinon, pour le coup, c'est un peu de lapin sur une toile cirée, pour reprendre l'image du lapin. Si on ne rappelle pas les conditions de l'élection de Guedj dans sa circonscription. Il a été élu en 2022. Mais parce qu'il n'en avait pas besoin, il en aurait eu besoin, vous savez pas ce qu'il aurait fait. Non, alors non, Pascal. Il y a des lignes politiques au sein du Parti Socialiste, Pascal, quand même, qui sont différentes. Certains prônent l'éloignement avec la France Insoumise, il en fait partie, donc ça existe toujours. Mais j'entends ce que vous dites et je le salue, je ne peux pas vous dire autre chose, je le salue. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Je crois que c'est Édouard Philippe, il a appelé à voter LFI contre les Républicains. Donc ils ne peuvent plus intervenir dans la vie politique nationale sur aucun sujet sans que vous ne puissiez rappeler l'indignité de leur positionnement passé pour vous. Mais il me semble que certes que vous rappelez que le Rassemblement national a été fondé en 72 par telle ou telle personnalité. Vous ne vous gênez pas. Moi, non. Et donc c'est souvent ça le climat. On rappelle qu'en 1972, comme s'il existait un rapport entre ceux qui étaient raison de plus Jean-Marie Le Pen et ceux d'aujourd'hui. Raison de plus pour ne pas se comporter pareil vis-à-vis d'autres. Regardons de l'avant. Là aussi, ne me prenez pas non plus. Voilà.
De 6 semaines, là. Si non, mais c'est tout. Je souligne. Votre exemple est parfaitement. Vous avez parfaitement raison. On ramène le Rassemblement national à 80 ans en arrière. C'est vrai. C'est votre meilleure intervention. Souvent, on ramène le RN 80 ans en arrière. Alors que là, on parle d'il y a 2 ans. Donc c'est vrai qu'on a une géométrie variable. En tout cas, le sujet est dramatique. Et c'est ça qui est le plus grave, le plus important. Le sujet est dramatique. Kfir Ariel Chérif Bibas. Et comment dire, les otages. D'ailleurs, il y a eu des images de Gaza. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein. Oui, en fait, les corps ont été remis à la Croix-Rouge. Le Hamas avait dit qu'il n'organiserait pas de cérémonie macabre. Or, ils l'ont fait. Là, on attend que ces corps soient remis à Tzal ou ça sera dans la bande de Gaza. Il va y avoir une cérémonie militaire. Le grand rabbin de Tzal va prononcer quelques psaumes. Et puis, il y aura les drapeaux israéliens sur les cercueils qui vont ensuite quitter la bande de Gaza et aller à l'Institut médico-légal à Tel Aviv. Autre sujet, et évidemment, il n'a pas la même gravité, bien sûr, qui est le sujet de C8, même s'il touche nos amis, 300, 400 personnes qui ne vont plus pouvoir travailler. Et vous le savez, C8 est arrêté depuis la décision du Conseil d'État hier, qui est absolument sidérante. C'est-à-dire qu'en France, je le disais, on arrête une chaîne de télévision. Bon. Ce qui est sidérant aussi dans notre pays, pas de réaction à gauche. Pas une. Pas une seule réaction d'un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui est une voix qui compte quand même, de Jean Castex à Édouard Philippe. On aurait pu imaginer Elisabeth Borne, des gens qui... Faire de la politique, c'est s'intéresser aussi un peu à ce qui intéresse les gens. C'est 9 millions de personnes, tous les jours, c'est 8. 9 millions de personnes. Les anciens Premiers ministres, manifestement, ça ne les intéresse pas. Une chaîne de télévision, la 5e en France, ça ne les intéresse pas. Après, quand on parle de déconnexion, quand on dit que les hommes politiques sont déconnectés, on a un exemple. Là, pas un. Ça ne les intéresse pas. C'est populaire. Ça ne les intéresse pas. Pas une réaction d'un ancien ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Je ne parle même pas d'une réaction d'Emmanuel Macron. Donc, et en revanche, des réactions à droite que vous avez pu voir, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, beaucoup de réactions à droite. Donc on en est là en France. Alors je vous propose d'écouter d'abord Franck Apieto, qui était avec nous hier, qui était le président de C8 et qui était hier soir avec nous. Mais oui, mais c'est une équipe. Je crois qu'on a une capacité à être heureux au travail. Vous savez, prendre du plaisir à aller tous les jours travailler. On a connu des périodes avec des audiences moins bonnes qu'aujourd'hui. Ça fait quelques années maintenant qu'on est leader TNT, donc c'est évidemment la réunion quotidienne des audiences. Et grâce à vous, puisque vous êtes même souvent devant des programmes hertziens aussi. Mais voilà, on a connu un bonheur au travail qui va être difficile à retrouver par la suite. Parce que c'est une famille, parce qu'il y a une liberté de parole qu'on retrouve dans toutes les émissions d'ailleurs, qui est évidente chez vous, mais c'est le cas chez William, c'est le cas chez Philippe Labro, c'est le cas, voilà, il y a énormément d'émissions. Je pense beaucoup à William. À Philippe Labro, exactement, aux animatrices. Les animaux, on a joué un rôle primordial pour la SPA, les animaux adoptés, à placer. Karine Arsène, que j'adore aussi. Karine Arsène, Jordan, qui était là tout à l'heure. Direct Auto, Grégory Galifi. J'aime aussi, vous rendez compte parce que Franck c'est 7 quotidiennes par jour et 7 hebdos. Et ils vont te dire que t'es pas assez... assez différenciant. Exactement, ouais. Non mais quand tu te fous de la gueule du monde, tu vas franchement... On écoutera tout à l'heure l'édito de Patrick Cohen sur France Inter. Parce qu'en fait, il existe un continuum. Il existe un continuum en France entre effectivement une pensée médiatique qui penche d'un certain côté, qu'incarne M. Cohen. Et moi, je ne demande pas la fermeture de France Inter et que M. Cohen ne puisse pas parler. Hein. Au contraire, je trouve ça très bien. Donc il y a un continuum aujourd'hui avec donc la presse, l'espace médiatique, les artistes, bien sûr, les intellectuels, l'université, l'école, et puis les magistrats, et puis le Conseil d'État, et puis le Conseil constitutionnel, et tout ça penche du même côté. Oui, je mets un continuum entre le parquet national financier, qui est intervenu dans l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 avec François Fillon, et qui poursuit Nicolas Sarkozy. Oui, je mets un continuum avec le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, parce qu'en fait, ce sont les mêmes. Non, pas du tout. Ah bah, alors, expliquez-moi ça. Puis-je vous contredire sur un point important. D'abord, je vous rejoins. Le grand problème aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de la part de la classe politique
et des intellectuels un respect absolu pour les principes. Je veux dire par là qu'on peut être opposé sur le plan politique, mais on devrait réagir vigoureusement, comme vous l'avez très bien fait, sur la suppression d'une chaîne comme C8. C'est un véritable scandale. Il faudrait que tout le monde soit rassemblé dans une contestation bien au-delà de la droite et de la gauche. Deuxième élément, pardonnez-moi, vous faites un excellent édito, mais que vous gangrenez en permanence par votre obsession pro-Sarko et anti-judiciaire. Je ne vois pas le rapport entre le PNF, qui est remarquable au cours de ce procès, et je suis persuadé que... Qui est en difficulté quand même, hein. Qui est en difficulté dans chaque audience, si vous permettez. Vous voulez dire l'inverse? Ah non, je crois pas, cher. Mais moi, je ne sais pas, peu m'importe. Si Nicolas Sarkozy est relaxé, je ne le discuterai pas. S'il est condamné, je ne le discute pas non plus. Mais ça vous fera quand même un peu de chagrin. Puis-je vous demander, Pascal, si vous lisez attentivement tout ce qui se passe sur ce procès? Oui, ah oui, je lis attentivement vraiment tout ce qui se passe. Je lis attentivement et je peux même vous dire que M. Arfi fait une conférence de presse tous les soirs avec les parties civiles, convoque les journalistes, dit ce qu'il faut penser, etc. Oui. Vraiment, je suis passionné par ça. Passionné par ça, parce que oui, je mets un continuum. Mais parce moi, je lis tout. Je lis tout sur ce procès. Cher Philippe, et votre continuum, il ne tient pas debout. Eh bien, c'est possible, mais c'est pour ça qu'on parle. Oui, Pascal, c'est pour ça démontre que ces news n'est pas un bloc. Est-ce que vous conservez, Pascal? C'est intéressant. Oui. C'est ça. Moi, je mets un continuum. Je prends les gens à témoin. Je pense qu'ils mettent le même, hein. Le continuum. Vous savez, quand je mets un continuum entre Laurent Fabius, ancien président du Conseil constitutionnel socialiste, et effectivement Monsieur Ferrand, quand je mets un continuum, vous savez qui est la personne qui dirige le contentieux au Conseil d'État? C'est Monsieur Champy. Vous savez qui est Monsieur Champy? C'est l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. Faut pas me prendre pour un lapin là encore de 3 semaines. Je vous assure, faut pas. Moi, je sais que ce sont des décisions politiques. Oui. Effectivement, chacun s'abrite derrière le judiciaire. Monsieur Ferrand, c'est un homme qui vient du monde judiciaire ou qui est un juriste? Non. En 1980, Valéry Giscard d'Estaing, il a nommé le doyen Vedel. On était à un autre... D'accord. Mais il n'y a pas d'accord, en fait. Mais vous l'avez dit. Ben, je le dis et je le redis. Le doyen Vedel, c'était un éminent juriste. C'est tout. Mais aujourd'hui, c'est comme le contrôle de récit leur échappe, ils vont devenir plus méchants. Est-ce que vous archivez... Et je vais vous dire... Le nouveau patron de l'ARCOM, je vais signer son nom, je vais le saluer, Martin Hadjari, s'il pouvait fermer CNews, il le ferait. C'est ça la vérité. C'est mon sentiment. Je peux me tromper, mais si ça les ennuie, fondamentalement, ça les ennuie. Tout le monde peut venir. Moi, j'invite tout le monde, c'est les gens qui ne veulent pas venir. Tout le monde peut venir. Vous venez de critiquer Nicolas Sarkozy. C'est votre vous le faites en permanence. Je vous réponds. C'est ça la liberté d'expression. Je n'ai pas critiqué Nicolas Vous trouvez que le Sarkozy. PNF est formidable. On attend, il tape sur Fillon, il tape sur Sarkozy, il tape toujours du même côté, mais vous, ça vous gêne pas. Mais arrêtez d'être aussi Est-ce que vous conservez... J'argumente. Mais Pascal Praud, est-ce que vous conservez vos éditos? Non, parce que... Si vous devriez conserver vos éditos. Mais non, parce que c'est des... Vous pouvez peut-être louer un coffre pour les ranger. Il en existe plusieurs tailles. Mais écoutez, cher ami. Non, mais je le dis sur le plan de la plaisanterie. Les éditos, ils sont en fait. Non, mais on peut conserver des discours, des éditos. Oui, non, mais je sais à quoi vous faites allusion. On peut en sourire aussi un peu, quand même. En général, ils sont très bons, d'ailleurs. Le problème le plus grave... Sabrina Medjeber, mais ça sera après le carillon. Très bien. Parce que l'excellent... Il y aurait quelque chose à dire aussi. L'excellent Thomas, qui est un ami. Et la discussion commence parfois même avant l'émission avec Thomas. Oui. Et elle est parfois